MTO de DOI. Oui, oui. C'est aussi pour te confirmer la limite de vent perpendiculaire à la sauvegarde à 6 mètres par seconde. Très bien, c'est noté. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour ce live du Centre spatial guyanais. Nous avons plein de choses à vous montrer, à vous raconter. Bienvenue pour ce lancement VA259. Cette émission se fait à l'occasion du lancement Ariane 5 qui emporte plusieurs satellites. Qui emporte le satellite Météosat MTGI1 et les satellites de télécommunication Intelsat Galaxy 35 et 36. Voilà. Ici, on entre dans ce live dans les coulisses du CSG, mais on ne parle pas de la charge utile elle-même. Si cette charge utile, si son origine, sa fonction, son utilité vous intéresse, eh bien, vous pouvez suivre l'émission d'Ariane Espace sur leur chaîne YouTube. Vous allez voir dans le chat juste à côté le lien qui apparaît. Voilà, sachant que en ce qui nous concerne, eh bien, nous allons échanger avec différentes personnes. Je vous signale aussi d'ailleurs que notre émission s'arrêtera juste après le décollage. Vous pourrez aussi switcher sur la suite avec Ariane Espace. En attendant, eh bien, nous allons échanger avec Damien Dariet, qui est responsable qualité et informatique pour la société Europropulsion. Voilà. Et puis, en attendant, juste pour commencer, eh bien, nous sommes à H0 moins 51 minutes du décollage. Tous les voyants sont au vert. Et j'aimerais vous présenter tout d'abord notre premier invité. Alors, on va voir d'ailleurs nos deux invités qui vont apparaître maintenant. Voilà. Damien Dariet se trouve ici. Bonjour Damien, est-ce que tu peux nous faire un coucou? Voilà, bonjour. On va passer plein de temps avec toi Damien. Tu vas nous expliquer beaucoup de choses sur... on va garder la surprise. Mais en attendant, eh bien, nous sommes aussi en contact avec Thierry Vallée. Alors Thierry Vallée, il est sous-directeur protection du CNES depuis le CDC. Il se trouve actuellement justement dans le centre de contrôle de la salle Jupiter. Bonjour Thierry. Bonjour Pierre. Thierry, donc tu es actuellement au centre de contrôle, donc tu es dans la partie purement opérationnelle, la partie centrale. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà quel est ton travail? Ah, et j'ai un peu de retour. Damien, est-ce que c'est... Également. Damien, est-ce que tu as un... Non, pourtant, Damien, tu as les haut-parleurs. Est-ce que tu peux éteindre le son sur ton ordinateur? Ah, voilà. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup, Damien. Thierry, dis-moi tout. Oui, alors, Pierre. Donc, je fais partie de la cellule de vol, donc au niveau du centre de contrôle Jupiter 2. Et avec ce CSG, je porte finalement on fait la synthèse de l'autorisation de lancement. C'est-à-dire que tous les aspects de sécurité, de sûreté et de sauvegarde, de qualité de gestion qui permettent d'autoriser le lancement et que le lancement se fasse en bonne sécurité vis-à-vis des populations. Donc ces éléments sont synthétisés à mon avis. D'accord. Alors justement, cette synthèse, elle apparaît aussi sur un mur d'image particulier, le MIO, le mur d'image opérationnel. On va le voir apparaître maintenant à l'écran. Donc ce mur d'image opérationnel, il est constitué de beaucoup de cases qui pour l'instant sont, et c'est l'information essentielle, toutes vertes.
Hein, tu me confirmes, Thierry, que c'est vraiment la couleur qui est l'élément C'est la vraie couleur. voilà, Et qui est vous l'élément le voyez plus la même important. couleur que moi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que sont ces différents mots, l'état base, la logistique, la sauvegarde? Est-ce qu'on peut faire un rapide survol de toutes ces parties? Tout à fait. Bon, en fait, donc, depuis le centre de contrôle Jupiter, il faut considérer que c'est un petit peu la tour de contrôle de l'aéroport du centre spatial Guyanais. Donc, depuis Jupiter, on va monitorer, contrôler l'état de tous les systèmes qui sont nécessaires à faire à assurer le bon décollage de ce soir. Et donc, vous avez en face de vous tous les systèmes qui sont nécessaires. Donc, bien sûr, le lanceur Ariane 5 et son ensemble de lancement. Donc, l'ensemble de lancement, c'est le pas de tir, hein, au sens large, mais aussi le centre de lancement, surtout le sol, l'espace. Les satellites, bien sûr, il faut que les satellites soient prêts, donc SI-35, SI-36 et MTGA. Donc ça c'est côté lanceur, et puis après côté base de lancement, donc on a tout un tas de systèmes qui sont nécessaires, donc le système de télémesure. Donc le CNES opère pour suivre le lanceur sur toute sa trajectoire, tout un réseau de stations de télémesure, depuis le groupe jusqu'à l'Afrique avec la Libye et Mali. Donc on va s'assurer que tout ce réseau de stations de télémesure est opérationnel pour le décollage. En termes de localisation, on a besoin de pouvoir suivre le lanceur dans les premières minutes de vol lors de la mission de sauvegarde de population au moyen de radars de trajectographie qui sont sur la ville de Kourou et également sur la ville de Cayenne. Donc on va monitorer ces systèmes et il ne vous aura pas, enfin, vous aurez remarqué qu'en fait que tous nos systèmes sont éloignés les uns des autres et même sont sur plusieurs continents, donc tous ces systèmes sont interconnectés par un grand réseau de télécommunications. Et donc les télécommunications sont fondamentales pour pouvoir relier tous ces systèmes temps réel, pour faire en sorte que nos calculateurs ici puissent avoir l'information et puissent synthétiser tout ça. D'accord. Ensuite, donc, on a également donc, la logistique. Donc, tout ça, ça doit être alimenté par l'énergie électrique et puis climatisé. Et la plupart de ces missions, finalement, sont au profit de la sauvegarde vol. Et donc, tous ces éléments concourent à la sauvegarde. Un dernier élément, donc la météo, qui est au moment équilibrante. Et au final, donc, on a l'état de la base qui synthétise tous ces éléments et l'autorisation de lancement dont je vous ai parlé, qui est vraiment le compte rendu d'état suprême qui couronne ou pas l'autorisation du développement. D'accord. Évidemment, Thierry a beaucoup de choses à faire en temps réel. Bien évidemment, il se laisse la liberté d'intervenir et de faire sa fonction, hein, s'il y a quoi que ce soit, bien sûr. De toute façon, Thierry, on va te laisser à la suite, hein, la surveillance et la préparation de cette mission, de ce lancement, de ce vol. Je voudrais te remercier d'avoir pu prendre un petit peu de temps pour justement nous confirmer, et c'est la dernière question que je te pose, pour l'instant, tout est ouvert, c'est-à-dire qu'on se dirige normalement vers un lancement d'ici une cinquantaine de minutes. D'ici 42 minutes et 46 secondes, facile. Donc oui, tous les paramètres sont effectivement, tous les voyants sont au vert, les satellites attendent d'être basculés sur l'énergiport. Le lanceur, le remplissage sont depuis longtemps terminés, on est complètement plein, le réservoir avec rejet sur l'unité de stockage. Les systèmes électriques sont opérationnels, il y a une interface avec la base de lancement, et la base de lancement est prête à suivre le lanceur. Donc, tout va bien. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Thierry, et puis bonne continuation, et merci pour le temps que tu as passé avec nous. Et bon voilà. Merci, au revoir. Il y a énormément de choses à faire, Damien, lorsqu'on se trouve au sommet de toute cette pyramide de fonctions et de responsabilités et qu'il faut vérifier absolument tout en permanence. Nous revenons du coup vers toi, Damien. Je te représente une nouvelle fois, Damien Dariet, responsable qualité et informatique pour la société Europropulsion.
est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie? Voilà. Est-ce que le titre que je t'ai donné est bon? Est-ce qu'il manque des bouts? Je te laisse te présenter un petit peu à nos spectateurs et spectatrices. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Non, tu ne t'es pas trompé, effectivement. Donc, je travaille chez Europropulsion, société qui est basée pour partie en métropole à Suresnes, à côté de Paris, et pour la partie production, ici même sur le centre spatial à Kourou. Donc, je suis responsable qualité, responsable informatique, mais également, et c'était l'une des principales raisons de ma venue en Guyane, euh, j'ai été en charge donc du développement des moyens d'intégration, plutôt sur la partie, on va dire, asservissement. Vous comprendrez un petit peu mieux le terme asservissement dans ce qu'on pourra voir par la suite. Et monter en compétence des personnes qui commencent déjà à utiliser ces moyens et qui continueront à utiliser ces moyens sur les prochaines années. D'accord. Donc ça fait effectivement là encore, pas mal de responsabilités, pas mal de choses à faire. Euh, pour parler de tout ça, tu nous as envoyé un élément qui est donc un fichier vidéo. Voilà comment est-ce que les choses vont se passer. Ce que je propose à tout le monde, c'est que nous allons discuter, Damien et moi, ensemble, pendant une dizaine de minutes. Si vous, sur Twitch, vous avez des questions par rapport justement aux éléments que Damien va nous apporter, par rapport aux informations, si vous voulez des compléments d'informations ou si ça vous évoque justement d'autres questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat, on va les récupérer et puis d'ici une dizaine de minutes, quand on aura apporté suffisamment d'informations, eh bien, on fera une pause de quelques minutes et là, eh bien, je prendrai toutes les questions que vous nous avez fait remonter et puis on les posera évidemment à Damien pour qu'il puisse vous répondre et on fera ça 2 fois durant. Ensuite, on reprendra notre discussion avec Damien et on rediscutera encore ensemble. Donc, vous aurez largement le temps justement d'intervenir, de poser vos questions, d'entendre les réponses. Damien, donc tu m'avais donné une vidéo qui résumait en gros une bonne partie de ton travail. Je vais la mettre en mode de départ et puis alors c'est pas celle-ci. Et puis cette vidéo, par contre, on va la mettre en pause tout de suite, voilà. Et puis je vais te laisser nous expliquer un petit peu ce qu'on voit et puis nous faire une introduction sur tout ce qu'on va regarder. Tout à fait. Donc, ce que nous allons regarder, c'est l'ensemble des activités de préparation d'un booster d'Ariane 6, mais qui sert également de premier étage au lanceur italien Vega C. Donc, depuis ce que nous voyons actuellement à l'écran, donc l'arrivée du corps de propulseur qui a été chargé de propergol, donc un ergol solide, par la société qui se trouve juste à côté de chez nous au CSG, qui s'appelle Régulus, jusqu'au moment où nous avons terminé les activités moteurs et que nous allons par la suite attaquer les activités étages, qui sont spécifiques suivant si on est sur un Ariane 6 ou sur un Vega C, c'est différent. La partie moteur est vraiment commune aux deux, la partie étage change. Est-ce que tu peux nous expliquer juste très rapidement la différence qu'il y a entre Vega C et Ariane 6 très rapidement. Donc très rapidement, Vega C, c'est un petit lanceur italien pour lancer de petites charges. Donc il est constitué d'un premier étage qui est donc le fameux P120C que nous fabriquons, que nous concevons et que nous fabriquons. Dessus viennent donc après d'autres étages plus petits qui sont un Zefiro 40, un Zefiro 9 et la charge utile. Et donc Ariane 6 au contraire est un lanceur beaucoup plus lourd. Et nos moteurs P120 en fait leur servent de booster. Donc on a deux configurations, Ariane 62 parce qu'il n'y a que 2 boosters et Ariane 64 parce qu'on va y mettre donc 4 boosters qui vont venir se mettre autour du corps central qui lui-même est composé de un étage inférieur et un étage supérieur et puis au-dessus encore la charge utile. Donc en quelque sorte on pourrait dire que le Vega C c'est un booster d'Ariane 6 mais qu'on peut utiliser aussi en tant que lanceur individuel, c'est ça?
Alors oui, alors c'est un petit peu plus qu'un booster d'Ariane 6, donc vu qu'on a encore d'autres moteurs plus petits, mais d'autres moteurs au-dessus. Mais oui, c'est c'est En, c'est- c'est- ouais, c'est presque ça. en C'est très quand simple. même plus gros. Il faut pas, oui, en très très simple, voilà. Mais non, franchement, un Vega C, c'est quand même plus qu'un booster, hein. D'accord. Voilà, c'est plus que ça. Mais voilà, c'est entre le booster et Ariane 6, c'est quand même plus gros. D'accord. C'est quand même plus gros qu'un simple booster. Ok. J'exagère volontairement les choses, comme ça je te laisse le soin justement de remettre bien les choses à leur case et à leur place. Ok, Du coup, on commence cette vidéo, d'accord? Je te laisse allez, nous commenter ce que l'on voit tout à fait. en temps réel. D'accord. On va démarrer avec cette vue en vidéo accélérée. Je te laisse nous dire ce qu'on voit. Donc là, ce que vous voyez à votre gauche, c'est le gros camion en fait que Régulus a utilisé pour amener le gros bidon blanc que vous voyez, donc qui est en fait donc le corps de propulseur chargé qu'on appelle LMC pour euh, Loaded Motor Case, donc acronyme anglais. Et vous voyez maintenant arriver qui rentre donc dans le bâtiment de basculement des propulseurs. L'IT 400, donc, qui est donc cette espèce d'énorme camion, donc propriété d'Europropulsion, sur lequel nous avons le skidder qui vient d'ouvrir ses bras et qui va venir enserrer le moteur, le verrouiller et après le basculer à l'horizontale. Donc cette activité se fait, vous voyez sur la partie bleue qui est légèrement à gauche, qu'on appelle donc le dock, qui est en train de se mettre à position pour que le skidder puisse verrouiller notre corps de propulseur chargé, et voilà, il le bascule à l'horizontale. Donc Ce, en fait, oui, ce skidder, c'est une construction qui est tout à fait originale. J'imagine qu'il n'y en a pas des milliers dans le monde. tout à fait. Alors pour le moment, elle est unique. À terme, donc, nous aurons 2 skidders, parce que comme nous le verrons plus loin, en fait, nous avons 2 cellules qui nous permettent de faire l'intégration. Et ces skidders rentrent dans les cellules et sont avec le moteur pendant tout le temps où on le prépare. Donc là, nous voyons une vue depuis le skidder, justement, depuis un des bras du skidder. Nous avions positionné plusieurs GoPro pendant toutes les phases de qualification en fait, des moyens pour pouvoir voir tout ce qui se passe en fait et pouvoir vous montrer finalement tout ce qui se passe pendant une activité de fabrication d'un P120C. Là, on a une vidéo en accéléré. Ça dure combien de temps en temps réel, le chargement? En temps réel, maintenant que nous sommes avancés en industrialisation et que nous avons même d'ailleurs commencé la série, hein, on a déjà fabriqué quelques moteurs, cette activité-là dure à peu près ce qu'on appelle une vacation, hein, donc c'est 6 à 7 heures de travail en fait depuis le moment où on arrive jusque lorsque Régulus nous amène le bidon, on le rip sur le dock et après on vient le prendre donc avec la IT 400 et le skidder jusqu'à l'horizontaliser et après le transférer, ça nous prend une vacation. D'accord. Donc là ici, voilà. Là ici, donc on voit une partie qui est intéressante, c'est la partie qui va nous permettre justement de verrouiller. C'est ce qui fait le lien entre le skidder et notre bidon. Donc vous voyez effectivement des dents qui sont donc sur les bras du skidder, qui viennent se prendre dans les gorges qui sont sur le bidon. C'est ce qui permet finalement que le skidder verrouille le moteur pour pouvoir après le basculer à l'horizontale. Cette Et tu partie-là, peux repartir. cette partie-là, elle reste sur le moteur. Ces dents restent sur le moteur même quand tu les charges plus tard sur une Ariane 6, ou c'est des parties qui ne sont là que pour le verrouillage maintenant, mais qui seront séparées ensuite du corps du moteur. Oui. Donc les dents, donc la partie qui rentre dans la gorge, elles dépendent du skidder, elles ne dépendent pas du moteur. Ce qui dépend du D'accord. moteur, c'est la gorge dans laquelle viennent les dents. Voilà. Donc effectivement, une fois qu'on a libéré le moteur, on le verra plus tard, une fois qu'on a libéré le moteur à la fin des activités et qu'on l'a donné au client, les dents ne sont plus là vu que les dents partent avec le skidder. Et donc par contre, il reste la gorge qui se trouve sur la pièce qu'on appelle le cadre. Qui a servi à prendre. Voilà. Et là, on voit effectivement une dent qui est rentrée dans la gorge. Et D'accord. on voit la phase. Voilà, là, on voit la phase où effectivement on soulève donc le bidon et où on va le basculer.
Ce que l'on voit là, cette partie ronde qui est en dessous en fibre, c'est le réservoir. Tout à fait. Donc c'est ce que vous voyez là, effectivement, on voit les filaments en fait qui font le bidon. Donc c'est un bidon qui est fabriqué par Avio sur leur site de Colleferro. Donc c'est bobinage carbone. Hein. Et donc ce bidon, il est monobloc, donc c'est un très gros bidon, hein, vu qu'il fait plus de 3 mètres de diamètre sur plus de 10 mètres de haut. Il contient jusqu'à 140 tonnes de propergol dans la version P120. Et donc voilà, il arrive d'Italie par bateau, vide, et il va chez Regulus pour être rempli en propergol et après donc nous être livré. Donc là on voit le transfert donc du bidon sur l'AIT 400 sur lequel propose le skidder, et nous allons aller donc dans les cellules d'intégration. Donc comme je vous disais, nous en avions 2. Vous avez vu un premier début de transfert pour aller vers la cellule d'intégration sud, et là nous allons vers la cellule d'intégration nord. Et devant la cellule d'intégration nord, nous allons voir des rails qui nous permettent, voilà l'espèce de marque, voilà, merci pour l'arrêt, c'est parfait. Donc vous voyez qu'au sol, en fait, nous avons une espèce de, comme 2 bandes blanches et au milieu une bande noire. Donc sur cette bande noire, en fait, nous avons des rails, ce sont des barres métalliques qui vont permettre à l'AIT 400 de se guider automatiquement jusqu'à l'entrée de la cellule d'intégration horizontale. Et par la suite, la porte s'ouvre et le skidder, qui en fait a des roues et qui roule sur les rails de l'AIT 400, va se transférer sur les rails qui se trouvent dans la cellule d'intégration. C'est ce qu'on va voir là par la suite. D'accord, mais on va relancer la vidéo. Ouais. Voilà, on arrive devant, donc le guidage va se faire automatiquement. Voilà, ça y est, il est aligné. Et on va arriver donc devant la cellule d'intégration nord en l'occurrence. D'accord. Cellule d'intégration, est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire? Cellule d'intégration, donc c'est parce que là, effectivement, que nous allons intégrer tous les composants qui vont faire le moteur. Donc là, nous voyons la vue depuis l'intérieur de la cellule d'intégration avec les plateformes qui vont nous permettre de travailler. Alors les plateformes, elles sont vraiment pour la partie étage. Pour la partie moteur, on n'en a pas besoin. Nous verrons les étapes réalisées pour la partie moteur sur la suite de la vidéo. Donc nous aurons à intégrer comme composant sur ce bidon une tuyère par laquelle vont sortir les gaz qui vont être générés par le brûlage du propergol. Et sur la partie avant, ce que vous avez à droite, nous allons intégrer un allumeur, donc qui, comme son nom l'indique, va servir à allumer le propergol. Et donc ce propergol, en brûlant, va générer des gaz qui vont passer par la tuyère, qui vont être expansés et qui vont permettre finalement, par le principe de l'action-réaction, de propulser le lanceur. D'accord. La tuyère a aussi un rôle de guidage, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons entre la tuyère et un composant que nous viendrons rajouter après, qu'on appelle, c'est une jupe arrière en français, Equipped Rear Skirt en anglais. Donc nous aurons des vérins qui vont nous permettre en fait de piloter la tuyère, qui elle-même va piloter le lanceur. Donc les vérins vont articuler la tuyère qui va permettre de piloter le lanceur sur sa trajectoire. D'accord. Tout ce qu'on fait actuellement à ce moment-là, c'est effectivement s'occuper de la partie moteur, s'occuper de la partie électrique, j'imagine aussi, de la jonction entre tout ça, mais on s'occupe pas à cette étape-là de ce qui se passe au-dessus, de ce qu'on place au-dessus de ce moteur, de ce qu'on passe au-dessus de l'étage. C'est ça. Donc, en fait, alors voilà, oui. Et justement, le mot moteur et étage ont un sens qu'il faut bien différencier. Le moteur, en fait, c'est finalement le bidon, une tuyère, un allumeur, un petit peu de mesure pour finalement pouvoir faire quelque chose qui va pouvoir être propulsé. D'accord ? Par contre, la partie étage, ce sont toutes les activités qu'on va mener pour interfacer avec le lanceur. Quand on parle d'étage, c'est l'étage d'un lanceur. Donc en fait, nos boosters, c'est le premier étage, si vous voulez, du lanceur, et qui va devoir communiquer avec le lanceur, qui lui-même va donner des ordres de pilotage,
donc qui va activer les tuyères. Mais par la suite aussi, il faut que le lanceur puisse communiquer avec le deuxième et le troisième étage. Donc voilà, la différence entre la partie moteur et la partie étage, c'est que le moteur, on fait juste un objet qui va pouvoir être propulsé. L'étage, c'est toutes les activités qui vont permettre d'être piloté par le lanceur. D'accord? Donc on D'accord. va venir y mettre du câblage qui va permettre effectivement de faire la communication avec le lanceur. On va venir y mettre également donc l'equipped rear skirt, donc la jupe arrière qui contient également des éléments de communication. On va intégrer la jupe avant qui contient également des éléments de communication. Et une fois que ces activités-là auront été faites, on aura fait la première partie des activités étages qui va se finir après chez notre client. Donc dans un bâtiment spécifique qui s'appelle l'EFF, ESR Final Facility pour Ariane Group, et directement au pas de tir, donc sur le mobile gantry pour Vega C. D'accord. Pas mal de termes techniques hein, dans ta branche. Oui, Il y a oui, beaucoup je de vais, je mots en vais anglais, essayer d'acronymes. surtout. Voilà, oui, je vais essayer de traduire. Oui, n'hésite pas à me dire, Pierre, hein, si éventuellement c'est pas complètement clair qu'il faut que je traduise. Ça, je sais que nous utilisons aussi beaucoup d'acronymes et c'est pas forcément facile à suivre. J'en suis D'accord. désolé. J'ai une question le- sur le Twitch du Centre spatial guyanais, excusez-moi. Une question dans le chat de Alexandre GNT qui te demande Mhm. le moteur est-il déjà rempli? Alors tu l'avais évoqué, mais est-ce que là le moteur est rempli de son carburant? Tout à fait. Donc, lorsque nous commençons nos activités, c'est déjà sur un corps de propulseur qui a été chargé par Réulgus au préalable. Mhm. Donc, le bidon euh, est fabriqué, donc, comme on le disait tout à l'heure, à Colleferro en Italie par Avio. Il est transféré vide par la mer jusqu'en Guyane. Il arrive chez Régulus et Régulus va donc le remplir de propergol qui, une fois qu'il est polymérisé, en fait, ressemble à c'est du plastique dur, je dirais, D'accord. d'apparence, gris un peu foncé, qui a été moulé. Et une fois que donc nous recevons donc ce bidon rempli, nous venons y mettre la tuyère, l'allumeur. Nous faisons ensuite donc les activités étages, nous les transférons donc à notre client et intégré au lanceur. Après, donc ce propergol qui va être initié, qui va s'allumer en fait grâce à l'allumeur, va Mhm. donc brûler le propergol qui va générer des gaz et qui vont permettre la propulsion du lanceur. D'accord. Ok. Alors évidemment, comme vous êtes incité dans le chat, n'hésitez surtout pas à poser des questions si vous voulez intervenir, si vous voulez interagir avec Damien. On les récupère hein, vos questions et puis on revient vers vous, on les fait remonter. Damien est vraiment là pour discuter avec vous. L'objectif c'est pas qu'on discute que lui et moi tous ensemble. Hein. Vous êtes là avec nous. Donc surtout n'hésitez pas à poser alors des questions qui sont en rapport avec le sujet. Hein. Si je te demande, Damien, s'il y a un trou noir dans les plus grandes galaxies au fond de l'univers, c'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui. Mais par contre, sur ce qui concerne les EAP, les étages d'accélération à poudre, et en particulier celui-ci, ça par contre, c'est effectivement ton cœur de métier. Euh, Oui. Je regarde aussi la chronologie. Nous sommes à T-22 minutes, donc on s'approche. À T-20, il y aura un check météo. Je me permettrai de t'interrompre 2 petites secondes, Damien, juste pour donner des nouvelles. Pour l'instant, je vous rassure, tout va bien. Ce que je te propose, c'est que on continue la vidéo, et puis tu continues à nous décrire un petit peu tout ce qu'on voit. D'accord? Ça marche. Allez, c'est parti. Donc là, nous passons maintenant donc justement sur la préparation donc de l'intégration de la tuyère. Donc ce que vous avez vu en bleu au préalable, c'est le gros robot qu'on appelle outillage intégration tuyère automatique, OIT1, sur lequel nous allons venir mettre la tuyère. Donc là, vous voyez, c'était la tuyère maquette qu'on a utilisée qui nous a servi à qualifier ce robot, mais
imaginez que la vraie tuyère, elle ressemble vraiment à ça, hein. Donc là, nous sommes en train de poser voilà, la tuyère sur le gros robot, 7 axes, donc fabriqué par une société italienne qui s'appelle Bisiac et Carou, qui se trouve à Turin, en Italie. Cet axe, ça veut dire qu'il peut tourner dans tous les sens, hein, c'est ça? C'est ça. Donc en fait, il peut se déplacer suivant 3 axes perpendiculaires. Il peut tourner autour de ces axes-là. Et on a un 7e axe qui va être utilisé uniquement pour l'intégration, donc pour pousser la tuyère dans le moteur, euh, dans l'axe du moteur, justement, hein. Ce 7e axe aura été au préalable orienté, positionné par rapport à l'axe du moteur, et il va pousser dans l'axe du moteur. D'accord. Donc là, vous... Oui, Pierre, je Non, non, t'écoute. j'allais te poser justement des questions. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce que c'est cette étoile jaune qu'on a à l'intérieur? Alors, c'est l'intérieur du, du moteur donc, qu'on a utilisé pour la qualification. Donc, c'est un moteur inerte. Donc, en fait, c'est comme le Propergol, sauf que c'est pas la bonne couleur. La seule différence, c'est la couleur. Donc cette forme un petit peu, étoilée donc que vous voyez, en fait, c'est imaginez que c'est le Propergol, sauf qu'il n'est pas vraiment sur cette couleur-là. Donc la partie Euh, combustible, elle est vraiment mise à l'intérieur de l'enceinte sous cette oui, forme tubulaire étoilée. oui. Alors pour partie, pas sur toute la longueur. Cette forme particulière est adaptée en fait aux besoins du client. Le client a besoin que nos moteurs en fait assurent une certaine courbe de poussée. Et donc la forme qui est faite par Régulus sur ce propergol, cette forme un petit peu particulière que vous pouvez voir, elle a pour objectif justement de permettre de faire la courbe de poussée demandée par le client pendant tout le temps où nos boosters vont fonctionner. D'accord. Je me permets de t'interrompre, Damien, pour que l'on fasse à T-20 minutes, c'est-à-dire maintenant, un point météo. Pour l'instant, eh bien, tous les curseurs sont au vert. Tout se passe bien, la météo est OK, donc le lancement, a priori, devrait pouvoir se faire d'ici une vingtaine de minutes. Voilà, je reviens avec toi. On va repartir. Ah mince, alors ça c'est moi. On va repartir. Donc on était à 5 minutes 47. Voilà. On va pouvoir continuer maintenant l'exploration de ce module. Donc voilà, donc là effectivement nous sommes dans la cellule d'intégration, nous avons amené la tuyère accrochée à son robot en face du moteur. Et donc, nous allons pouvoir faire l'intégration. Donc là, nous voyons le véhicule jaune qui est sous le robot, qui permet de déplacer le robot de cellule à cellule, qui est ce qu'on appelle un AGV, Automatic Guided Vehicle. Nous voyons maintenant donc les passerelles qui vont nous servir à faire l'ensemble des activités qu'on a à faire, principalement de la mesure pour pouvoir faire l'intégration. Nous voyons donc le robot qui positionne la tuyère sur les différentes positions qui nous seront nécessaires pour mesurer l'endroit où se trouve le moteur, l'endroit où se trouve la tuyère, et par la suite l'endroit où se trouve le robot. Et pour faire ces mesures, vous voyez sur votre gauche, on va le voir un petit peu plus tard, des laser trackers. Donc ce sont des laser trackers voilà, qui sont sur les colonnes bleues à votre gauche. Ce sont des laser trackers qui font toutes les mesures de position de l'ensemble des pièces. Voilà, et là nous faisons l'intégration qui est découpée en 9 étapes. Nous avons besoin de 9 étapes pour gérer l'ensemble des paramètres nécessaires à l'intégration. Est-ce que la tuyère est toujours sur le bon axe? Est-ce que effectivement il ne faut pas réduire la vitesse? En fait, plus nous approchons du moteur, plus la vitesse va se réduire. Donc nous partons à pas loin d'un millier de millimètres par minute au début pour finir à quelques tout petits millimètres par minute, vraiment pour s'assurer que tout se passe le mieux possible sans aucun risque pour le moteur. On Nous dirait, générons également. on dirait presque on dirait presque une procédure d'amarrage sur la Station Spatiale Internationale. C'est ça, c'est ça. Nous gérons également les efforts. Donc, quand en fait nous rentrons la tuyère dans le moteur, à un moment donné, il faut que nous assurions l'étanchéité, que les gaz qui sont générés par le moteur sortent bien par la tuyère et uniquement par la tuyère. Donc, pour pouvoir assurer cette étanchéité, nous mettons en place des joints
Ces joints, en fait, vont venir frotter sur le moteur quand on va rentrer la tuyère et vont venir générer un effort. Il faut que cet effort soit maîtrisé. Il ne doit être ni trop grand ni trop petit. Trop grand parce que ça pourrait potentiellement endommager le moteur. Si c'est trop petit, ça veut dire que potentiellement on a un problème d'étanchéité. Il y a quelque chose qui pourrait empêcher une étanchéité correcte. Donc on a également des gabarits d'effort qu'il faut qu'on gère pendant toute la phase d'intégration. D'accord. Euh, Comme on est justement sur cette partie où on voyait l'intérieur de cet étage, j'en profite pour te faire remonter une question de Starlet 97 354 qui te demande: est-ce que la poudre est très stable? Pas de risque en cas de choc à ce stade? Alors, oui, le propergol a effectivement fait pour être très stable. Euh, il y a un certain nombre de paramètres que nous connaissons à présent très bien, hein. Ça fait Europropulsion, ça fait 30 ans, hein, nous fêtons notre 30e année cette année. Ça fait 30 ans que Europropulsion fait des moteurs à propulsion solide. Régulus également connaît très très bien ces activités-là. Donc, les paramètres qui peuvent éventuellement influer sont très 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 bien connus. Et à ce stade-là, en fait, on est vraiment sur des risques qui sont complètement maîtrisés. Euh, les robots sont vraiment conçus pour éviter tout contact. C'est d'ailleurs ce qui était euh, la gageure principale du système au départ, hein. Il fallait qu'on soit capable de rentrer un objet qui fait une tuyère, elle fait à peu près 3 tonnes, Mhm. donc dans le moteur, que le jeu minimum entre le moteur, donc la partie femelle, et la tuyère, la partie mâle, imaginez que c'est de l'ordre du dixième de millimètre, d'accord, entre les deux pièces, si on est vraiment sur une définition au minimum, et il faut que ça rentre sans que ça touche. D'accord. Sans que ça touche, justement pour préserver le moteur. Et finalement, on a pu démontrer via la qualification que c'était une activité qu'on gérait tout à fait bien et sans difficulté. D'accord, on va continuer, comme le temps passe, hein, on va continuer Mmh. l'avancée de cette vidéo vers justement les étapes suivantes. Ok. Donc là, on a vu l'intégration de la tuyère. Maintenant, on va voir peu ou prou la même chose pour l'allumeur. Donc là, on a un autre robot qui est un petit peu plus petit. L'allumeur est quand même beaucoup plus léger. Donc on a notre allumeur qui va venir sur son robot qui est déplacé avec donc l'AGV, si vous vous souvenez, qui va venir se poser sur les cônes que nous avons dans les CIH Les pour CIH. garantir les cellules d'intégration horizontale. Merci Pierre. Et donc, nous allons avoir exactement les mêmes étapes. Donc, nous allons mesurer avec le laser tracker que vous voyez derrière à gauche, l'espèce de grande colonne verticale. Nous allons mesurer la position du moteur, nous allons mesurer la position de l'allumeur. Vous allez voir, voilà, les opérateurs sont en train de mesurer l'allumeur. Puis, l'allumeur va se tourner vers nous. Voilà. Et nous allons pouvoir venir mettre dessus donc les éléments d'étanchéité, donc nos joints. Voilà, nous avons positionné nos joints et nous allons venir nous mettre dans l'axe du moteur. Nous allons mesurer la position du robot et nous allons intégrer. Toujours pareil, en 9 étapes. D'accord. Et à la dernière étape, donc nous allons venir mettre donc les systèmes de fixation de l'allumeur, qui sont des pièces métalliques qu'on appelle des snap rings. Et côté tuyère, on vient mettre ce qu'on appelle un circlip. Et voilà, nous avons intégré notre tuyère et notre allumeur. Alors, nous avons d'autres activités, bien évidemment, qui sont réalisées sur le moteur. Ce que vous avez vu, ce sont les activités principales. Nous avons donc d'autres activités pour venir mettre en place de la mesure, pour vérifier si tout se passe bien pendant le vol. Nous avons des activités de préparation, de mise en place de ce qui vont être les composants étages. Et une fois que nous avons terminé ça, ce qui nous prend à peu près la moitié du cycle complet, il nous reste encore l'autre moitié pour faire les activités d'étage. D'accord. Je te propose que on passe à la dernière séquence. Oui. Actuellement, nous sommes à T-12 minutes, donc nous finirons juste au moment, justement, à T-10, le DDO, le directeur des opérations,
devrait nous donner des informations sur la poursuite justement de ce lancement. Alors, je te laisse nous parler de cette dernière partie. Donc, oui, ok. Donc, la dernière partie, c'est en fait la finalisation donc, d'un moteur P120, donc, qui a servi à faire la qualification. Donc, DM pour Demonstration Motor, moteur de démonstration. Donc, c'est un moteur que nous avons amené donc, sur une installation spéciale du CSG, du Centre Spatial Guyanais, qu'on appelle le BEAP. Dans lequel en fait nous avons réalisé le tir au banc, parce que le BEAP c'est donc un banc de tir, nous avons réalisé le tir au banc de ce moteur. Donc là vous voyez donc le moteur qui sort sur ce qu'on appelle un transborder, qui va nous permettre via la voie ferrée, depuis notre bâtiment d'intégration, d'aller jusqu'au BEAP. Et là vous voyez donc la séquence de tir, et donc vous voyez la fameuse courbe de poussée en bleu et en jaune. Donc c'est la courbe de poussée bleue, c'est la théorique, et en jaune, vous voyez la courbe de poussée réelle, mesurée au BEAP, qui montre qu'effectivement, ce moteur s'est parfaitement bien comporté lors du tir au banc. Et donc, ce qui nous a permis d'aller après sur les qualification motors, qui étaient spécifiques pour les besoins de nos clients Ariane Group et Avio. Avio avec le qualification motor 1, Ariane Group avec le qualification motor 2. D'accord. Donc un fonctionnement qui est quasiment parfait et qui va permettre donc de mettre en orbite un certain nombre de charges utiles. Oui. Oui. Toi, dans tout ce processus, est-ce que tu le suis en entier ou est-ce que tu t'occupes d'une partie plus que d'une autre? Sur les activités chez Europropulsion, donc moi je suis surtout au départ venu donc pour industrialiser les gros robots que vous avez vus qui servent à faire les intégrations de tuyères et allumeurs. Donc moi je m'occupais de la partie asservissement, donc en fait faire en sorte que ces robots guident la tuyère dans le moteur sans que ça touche le moteur. Je fais un petit coucou à Léo et à Romain, mes copains de virée avec lesquels nous sommes allés chez Chimolai et à Kourou pour faire la qualification de ces robots. Après, donc, il s'agit pour moi de faire monter en compétence les gens d'Europropulsion pour l'utilisation de ces robots. Donc, par rapport à ta question, je suis vraiment sur les activités d'intégration. Mais après, étant donné que je suis également responsable qualité, je suis l'ensemble des activités qui se passent sur les moteurs et étages, m'assurer qu'effectivement toutes ces activités se passent avec un niveau de qualité qui va bien et qui est demandé par le client. D'accord. Il reste actuellement 8 minutes et 54 secondes avant le lancement. Tout est au vert. On retourne une nouvelle fois au MIO, vous voyez, en temps réel. Si jamais il y avait un changement, on le verrait immédiatement ici. Donc pour l'instant, tout va bien. Il reste encore donc quelques minutes. Afin qu'on puisse vraiment tomber pile poil dans nos discussions, je tiens juste à rappeler que à partir de T-1 minute, eh bien, on mettra un plein écran et nous vous laisserons justement assister à ce décollage. Le directeur des opérations fera le compte à rebours, on regardera le lancement, et puis lorsque Ariane s'élèvera dans les airs, comme justement toi Damien, tu t'occupes en particulier de ces fameux étages à poudre, eh bien tu pourras nous décrire ce qu'il se passe, ce qu'on verra. Donc on a encore quelques éléments, c'est toi qui auras le dernier mot. En attendant, je vais te faire remonter quelques questions. Par exemple, BatFab qui te demande quelle est la masse de la tuyère, tout simplement. Donc la tuyère, elle fait environ 3 tonnes. En fait, quand elle arrive chez nous, elle arrive également équipée de 4 pattes qui ont été montées donc par Ariane Group Le Haillan, le site qui conçoit et qui fabrique ces tuyères. Donc Ariane Group Le Haillan monte ces 4 pattes. Ces 4 pattes vont servir à accrocher la tuyère avec le robot. Ça alourdit un petit peu la tuyère parce que chaque patte fait 180 kg de souvenirs. Et une fois que effectivement on a intégré la tuyère et qu'on a retiré le robot, donc vous avez vu sur la vidéo à un moment donné. À tous de DDO, attention pour la séquence finale lanceur. Top, H0-7 minutes.
Il ne reste plus que 7 minutes avant le lancement. Pour l'instant, tout va bien. Damien, le compte à rebours t'a coupé, mais n'hésite pas à continuer. Ok, donc une fois qu'effectivement on a décroché la tuyère, une fois qu'on a fini d'intégrer, on va vérifier, on aura vérifié au préalable que l'étanchéité est bonne. Et si l'étanchéité est bonne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrocher ces pattes de la tuyère. Donc on va libérer la tuyère des 4 fois 180 kg qu'il équipait jusque-là. D'accord. J'ai Eric Botlender qui pose cette question. J'espère que vous n'avez pas déjà dit, mais est-ce que ça changera quelque chose entre les P120C et les P120C+, au niveau des étapes que l'on a vues ici? Oui, un petit peu. Donc, alors le P120C+, en fait, bon, on appelle, c'est un nom qu'on lui a donné pendant un certain temps, mais maintenant, on va plutôt l'appeler P160. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un P120 plus long. On va grosso modo rajouter 1 mètre au bidon pour pouvoir y mettre un petit peu plus de propergol, pour pouvoir avoir encore un petit peu plus de poussée pour répondre en fait aux besoins d'un de nos clients. Donc, étant donné que le bidon va être plus long, il va falloir que le skidder qui accroche le bidon s'adapte à cette surlongueur. Et il faut également que dans nos cellules d'intégration, les plateformes qu'on utilise pour faire les activités soient adaptées à la bonne longueur. Donc voilà, il y a effectivement quelques petites modifications qui vont devoir être faites pour pouvoir travailler sur ce futur P160. Futur P160, donc on n'a plus de P120 Oui. plus. D'accord. Une autre question que je te fais toujours remonter. Fred Moissac qui te demande à quelle température la tuyère doit-elle résister? Ah, alors la tuyère, effectivement, la pauvre, elle subit plein de choses. La tuyère, en fait, elle va voir des gaz qui vont sortir à grande pression, hein, donc on avoisine, on est aux environs on est à une centaine de bars. On va avoir des températures qui vont être à 2300, 2500 degrés. On va avoir donc des particules, l'aluminium en fait qui sert en fait à générer les gaz ne va pas être complètement brûlé, donc on va avoir des petites particules qui vont venir éroder la matière. On va D'alumine? avoir un petit peu, tout à fait, d'alumine. On va avoir un petit peu d'attaque chimique également des gaz générés sur le matériau de la tuyère. Donc vous voyez, cette pauvre tuyère, en fait, elle subit plein de choses. Et en fait, merci au Hayan, qui a su développer en fait les bons composants pour pouvoir tenir à tout ça. Donc effectivement, la tuyère, elle est capable de tenir à plus de 2000 degrés de température, plus de 100 bars de pression, de l'attaque chimique et en plus de l'érosion, comme si vous imaginez pour les gens du sud-ouest, lorsqu'on a du sable, du vent avec du sable qui vient frotter sur nos volets en bois, et bien on a notre bois en fait qui vient on voit des petits copeaux de bois qui sortent, et bien voilà, là, non, là en fait, la tuyère, elle a un matériau qui est extrêmement résistant et qui permet que la tuyère, elle fonctionne bien pendant tout le temps où elle doit fonctionner. D'accord. Il reste de moins en moins de temps. Actuellement, nous sommes à T-3 minutes et 21 secondes. L'occasion pour moi de vous rappeler un petit élément lorsque nous regarderons tout à l'heure le lancement. Ne soyez pas surpris si vous entendez le son décalé par rapport à l'image. Ça, c'est tout à fait normal. Il se trouve que les équipes du Centre spatial guyanais ont posé un micro pour que vous puissiez justement entendre le son du vrombissement des moteurs lors du décollage. Mais évidemment, il était absolument hors de question de mettre ce micro directement sous les tuyères. Et en l'occurrence, il se trouve à plusieurs kilomètres du lanceur. Et donc, il faut le temps que le son arrive jusqu'au micro. C'est pour ça que vous aurez une différence voilà, entre l'image et le son. C'est absolument normal. T-2 minutes et 33 secondes. On va essayer de faire peut-être une ou deux questions du petit bolide. Est-ce qu'il y a des différences entre le moteur P120 utilisé par Avio et Ariane Group? Alors, sur la partie moteur, non, il n'y a pas de différence. C'est vraiment commun, d'où le C d'ailleurs lorsqu'on parle de P120, en fait, on parle sur le nom complet, on parle de P120C. Le C, c'est pour dire commun, c'est pour dire que vraiment le moteur, c'est le même.
que ce soit pour les besoins Avio ou pour les besoins ArianeGroup, c'est le même. Par contre, effectivement, après, le client qui va récupérer ce moteur et qui va en faire un étage va avoir ses spécificités. Avio, par exemple, va venir mettre par-dessus notre P120 un autre moteur plus petit. Donc, il va venir mettre une jupe interétage entre notre P120 et le deuxième étage, alors que Ariane Group va venir mettre, et c'est un petit peu ce qu'on voit sur l'image pour une Ariane 5, c'est un petit peu pareil, nos P120 vont servir de booster, donc ils vont être sur les côtés du corps central, donc ils vont venir mettre par-dessus une jupe avant. Cette jupe avant, en fait, elle a des ferrures sur lesquelles le corps central va venir se poser. Pour Ariane 6 et comme pour Ariane 5, le corps central vient se poser À sur nos tous de boosters. DDO, attention pour moins 1 minute. Top, Alzero moins 1 minute. H0 minutes. Je te laisse terminer ta réponse et puis ensuite on va se mettre en plein écran et on va assister au décompte final. Oui. Voilà, donc effectivement, donc l'étagiste, donc là en l'occurrence Ariane Group, va venir lui donc customiser le moteur pour qu'il puisse s'interfacer avec le reste du lanceur. D'accord. Donc notre corps central vient donc se poser, comme je le disais, sur les ferrures des jupes avant qui sont accrochées au bout du P120. Merci beaucoup Damien, il reste 30 secondes. On va vous laisser profiter de tout ça et nous reprendrons la parole lorsque notre lanceur sera en pleine poussée. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage des câbles. Allumage des appuis. La propulsion est nominale. Donc Damien, c'est en ce moment que les étages d'accélération à poudre donnent leur plus grande poussée. Tout à fait, ouais. Donc, comme vous l'avez vu sur la courbe de poussée, donc c'est au début effectivement qu'on va mettre la poussée maximum. En fait, le propergol, une fois qu'il est allumé, ne s'éteint plus. C'est le gros avantage, c'est extrêmement fiable. Donc, ça va pousser pendant environ 135 secondes. Au bout de 135 secondes, donc l'ensemble du propergol qui était dans les bidons aura brûlé. Et à partir de ce moment-là, donc, nous allons avoir un système de fusées d'éloignement qui sont sur nos bidons, sur La trajectoire est boosters, nominale. qui va servir à écarter les boosters donc, du corps central. Donc ça, on va le voir aux environs de là très Tous les bientôt. paramètres à bord sont normaux. On va bientôt le voir. Le suspense est à son comble. Le suspense est à son comble. Oui. Donc effectivement, nous allons voir donc, nos deux boosters qui vont pilotage est calme. gentiment se séparer. Ah, le pilotage est calme, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Donc les boosters vont Ça y est. gentiment se séparer. Voilà. Séparation peu de- des EAP. Voilà, on les voit qui s'écartent chacun de leur côté. On a l'impression de voir trois lumières en fait, hein, donc à gauche et à droite. Ce sont nos boosters qui se sont gentiment séparés du corps central grâce à ces fusées d'éloignement. Et dans peu de temps, si nous avons de la chance, mais je crains que ce soit un tout petit peu loin, nous aurons La pu, propulsion est nominale. voir la séparation de la coiffe. Donc la coiffe, c'est la partie supérieure du lanceur qui entoure en fait la charge utile qui se trouve à l'intérieur. Donc cette coiffe, une fois qu'effectivement elle n'a plus à résister
au frottement dû à la traversée à l'atmosphère va se libérer pour encore un petit peu plus alléger le lanceur. D'accord. Et puis maintenant que les contraintes aérodynamiques sont faibles, puisque le lanceur est beaucoup plus haut dans l'atmosphère. Tout à fait, tout à fait. Donc la première satisfaction pour Europropulsion, c'est que ces boosters ont très bien Séparation de la fonctionné. coiffe. Voilà, la coiffe se sépare. Ah oui, on voit les deux Et, éléments, les deux morceaux de la coiffe qui s'écartent du corps central. voilà. Et nous serons évidemment pleinement satisfaits uniquement une fois que nous aurons mis les satellites au bon endroit. D'accord. Eh bien, je te remercie beaucoup. Merci à toi, Damien, de nous avoir expliqué, de nous avoir fait vivre ces moments. Donc, je vous rappelle, nous étions en compagnie aujourd'hui de Damien Darrière, responsable qualité et informatique pour la société Europropulsion. Si vous voulez voir les informations sur la suite de ce lancement, eh bien, n'hésitez pas à basculer sur le live YouTube de Ariane Espace. La trajectoire est nominale. Vous allez avoir le lien qui va apparaître dans le chat. En ce qui nous concerne, la mission est terminée. Damien, je te laisse les derniers mots. Oui, merci. Tout d'abord, merci beaucoup à toi, Pierre, de m'avoir permis de parler des activités Europropulsion. On est content que les gens sachent ce que fait Europropulsion sur le centre spatial guyanais. Merci également donc à Stéphanie. La propulsion est nominale, le pilotage est calme. À qui je souhaite le meilleur rétablissement possible. Grosse pensée à toi, Stéphanie. Et j'espère te revoir très bientôt sur les prochains lancements. Tous les paramètres à bord sont nominaux. Merci à toi, merci aussi à vous tous et vous toutes qui étiez avec nous ce soir, qui avez vécu l'événement. Donc nous sommes toujours ravis de vous faire partager tout ceci ensemble. Bonne continuation et certainement à une prochaine émission pour un prochain lancement. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci et au revoir.